Toujours heureux de vous retrouver pour notre page consacrée à l'Afrique. C'est le rendez-vous quotidien du 24 heures Afrique. Bonsoir, bienvenue. Un drame pour notre entame. Ça se passe en Tunisie avec une attaque dans l'île de Djerba. Bilan 5 morts. L'auteur, un gendarme ayant tué un de ses collègues, puis s'étant rendu à la synagogue de Reba, où a eu lieu un important pèlerinage annuel juif, où il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre, assurant la sécurité des lieux. 2 pèlerins et un gendarme ont alors été tués avant que le tireur ne soit abattu. Un autre policier qui avait été hospitalisé, décédé ultérieurement des suites de ses blessures. Mauritanie, démarrage de la campagne pour les élections législatives, régionales et municipales. 1,5 million d'électeurs est appelé à choisir ses députés, maires et présidents de région. La campagne bat son plein avec une participation remarquée de femmes, elles qui sont sous-représentées à l'accoutumée dans les débats ou sur la scène politique mauritanienne. Chose en passe peut-être d'être révolue. Autre problématique dans le pays, la question de l'esclavage. Des militants espèrent aussi faire en guise de dénonciation du fait élire d'anciennes victimes à l'Assemblée nationale. En tout cas, une campagne qui suscite beaucoup d'intérêt à travers le pays. La fin des débats prévue demain, ultime meeting donc dans la capitale pour le parti au pouvoir El Insaf et celui de l'opposition, il s'agit du Sawab. En bref, au Burkina Faso, un préfet enlevé par des forces armées retrouvé finalement mort dans une forêt à l'ouest du pays, connu pour être un repère de terroristes. Le nom du préfet en question, Kaboré Amadou, préfet et président de la délégation spéciale de Chiriba dans la région de la boucle du Mouhou. Les circonstances de la mort de Kaboré n'ont pas été pour l'heure précisées. Véritable drame national en RDC, ce sont plus de 5500 personnes toujours portées disparues après des inondations meurtrières dans la zone est du pays qui ont tué 400 personnes la semaine dernière. Sur place, des humanitaires lancent un appel. 9000 personnes victimes sont actuellement sans abri. Pour continuer à intervenir efficacement, nous avons besoin de matériel de secours adéquats, des matériels de secours adéquats, parce que vous voyez, nous ne savons pas dépêcher autant de corps avec l'urgence qui se pose. On recherche les corps avec les bêches, avec les mains, mais si on avait des véhicules ou des appareils ou je ne sais pas quoi, des matériels qui peuvent nous aider à les faire rapidement, ça pouvait être bien. Mais nous devons préciser que, à part les 411 corps déjà retrouvés, certains ensevelis, nous avons un lot très important de plus de 5525 disparus dans les 2 villages, donc dans tous les villages. Nous allons rapidement d'abord regarder les sites qui sont proposés. On va envoyer une équipe dès la semaine prochaine pour évaluer les sites et que nous puissions déplacer les populations d'une façon provisoire. On nous a présenté l'ancien aéroport, on va le faire rapidement. Il y a aussi des discussions que je vais mener avec les propriétaires terriens sur place ici pour que nous puissions discuter ensemble et trouver maintenant les sites où on peut délocaliser la population d'une façon définitive. On reste encore quelques secondes en RDC pour évoquer l'énervement du président Félix Tshisekedi contre l'action régionale déployée dans l'est du pays. En effet, le chef de l'État congolais n'est pas content et le fait savoir lors d'une conférence de presse à Gaborone, capitale du Botswana, où il séjourne dans le cadre de sa présidence de la communauté de développement d'Afrique australe. Son gouvernement a en effet prolongé que de 3 mois la présence de la force régionale, c'est-à-dire la moitié du délai sollicité par le secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce délai de 3 mois arrive à échéance en juin prochain. Félix Tshisekedi constate rien de moins qu'une cohabitation dans certaines zones entre le M23 et des contingents de la force en question. Il n'a pas non plus apprécié les propos de certains dirigeants des pays contributeurs en troupes qui affirmaient que leur contingent n'avait pas pour mission de combattre le M23. Félix Tshisekedi n'a pas non plus caché son étonnement de voir le Kenya présenter un nouveau commandant de la force régionale sans concertation préalable. La Turquie et l'Afrique, espace important dans la politique étrangère d'Ankara, surtout depuis la montée au pouvoir d'Erdogan. Le dévolu turc à l'endroit du continent ne s'est pas limité qu'au secteur économique, mais va bien au-delà, comme on va le voir. Pourtant, l'enjeu africain cher au président sortant
Recep Tayyip Erdogan est quasi absent de la campagne électorale. Est-ce que le résultat du scrutin final pèsera sur la politique turque en Afrique? Explication, Sofiane Baroudi. C'est sous les mandats successifs de Recep Tayyip Erdogan et son rêve de grande Turquie que l'Afrique revêt pour Ankara un intérêt particulier. Visites, contrats commerciaux, échanges économiques, la politique extérieure de la Turquie vis-à-vis du continent africain durant ces dernières années interpelle et interroge. Venir faire sa place sur l'échiquier africain à côté d'autres grandes puissances est plus que de l'audace, un calcul subtil selon certains observateurs, obéissant à la doctrine néo-kémaliste de la grande Turquie. Néanmoins, paradoxalement, cette question de la politique africaine n'a pas occupé beaucoup de place durant la campagne électorale, voire a été quasiment absente, alors que la présence turque y est importante. Pareillement de l'autre côté, dans le camp de l'opposition, du côté de Kemal Kılıçdaroğlu, ceci s'explique avec des rivaux qui tablent pour leur ticket gagnant afin de porter le débat sur les chapitres économiques, les sujets sociétaux et l'état de droit. Au-delà, l'opinion publique turque ignore pour la plupart l'actualité africaine. Pourtant, les spécialistes sont fiers de voir que la Turquie arrive quand même à s'implanter et à être influente sur un continent de grande importance pour l'avenir. On se remémorera un Erdogan multipliant les visites en Afrique, accompagné par de nombreux hommes d'affaires et d'autres soutiens, voire des amis proches à chaque fois, notamment au Niger, où d'ailleurs, sur place, une importante communauté turque commence à se faire une place. Ces derniers ne sont pas tous des soutiens indéfectibles d'Erdogan. On trouve des membres au sein des coopérations éducatives et autres fondations religieuses. Des domaines malgré tout ancrés dans l'électorat conservateur du président turc sortant. Le soft power turc puise sa force dans la diversité de ses activités. Au Mali ou au Niger, par exemple, il y a des organisations non gouvernementales, humanitaires, ainsi qu'une coopération religieuse, de nombreux étudiants, des petites et moyennes entreprises. À Dakar ou à Niamey, tout ce qui concerne la construction de bâtiments est pris en charge par des entreprises turques. La compagnie aérienne turque Turkish Airlines est très présente sur le continent africain. Les vols à destination de l'Afrique depuis Istanbul sont parfois moins chers pour des Européens. Et puis il y a surtout le volet de la coopération militaire. La Turquie est notamment présente en Somalie, avec une base militaire et une école de formation de l'armée locale. Fait nouveau. Le cas somalien est particulier. Non seulement la Turquie a la plus grande base militaire, mais audacieusement, elle y a ouvert une ambassade alors que la Somalie connaissait encore une situation trouble, pendant que les Occidentaux ne l'avaient pas encore fait. La Turquie a également essayé d'avoir une base militaire au Soudan, comme l'a exprimé la ministre des Affaires étrangères soudanaise. Mais cela n'a pas fonctionné, surtout avec les derniers événements qui s'enchaînent depuis quelques mois. Elle exporte également des armements, notamment des drones, mais aussi des véhicules blindés, de l'équipement militaire plus léger, vers plusieurs pays africains. La question qui se pose à présent, la politique turque vis-à-vis de l'Afrique, va-t-elle changer en fonction du candidat qui remportera les élections présidentielles? Pas de bouleversement. À coup sûr, il n'y aura pas de bouleversement majeur, si ce n'est que les investissements pourraient légèrement baisser, que ce soit en Afrique ou ailleurs, à cause d'une crise économique profonde ou les conséquences de la gestion du terrible séisme du 6 février dernier. Et c'est en hommage qu'on conclura notre édition du jour, un éphéméride pour être plus précis, celui du 9 mai qui concerne plus spécifiquement l'Afrique. C'est à 9 mai en 1994, Nelson Mandela élu président de la République d'Afrique du Sud. Il prêtera serment, il n'y a pas de voie facile vers la liberté, par ces mots forts en guise d'introduction pour un discours historique d'un des plus célèbres militants politiques de l'histoire. Il célébrera la fin de l'apartheid dont devra naître, dira-t-il, une société dont toute l'humanité sera fière. Y est-il arrivé? Ses disciples ont-ils été à la hauteur du rêve de Madiba? Madiba, c'était son surnom. Ceci est une autre histoire. Voilà, ça sera tout pour notre rendez-vous du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, en vous souhaitant une agréable soirée.